Sous la glace qui recouvre l'océan austral, dans une obscurité qui dure des mois, vivent des créatures qui ne devraient pas fonctionner. Pas selon les règles apprises en observant le reste de la planète. Ceux ne sont pas des monstres. Ce sont des réponses. Chacune est la solution que la vie a trouvée à une question qui, ailleurs, ne se poserait même pas comment exister dans un lieu conçu pour vous tuer. -2 degrés. À cette température, le sang de presque n'importe quel animal se transformerait en cristaux à l'intérieur de ses veines. Le cœur s'arrêterait. Les tissus se déchireraient de l'intérieur, coupés par des éclats de glace trop petits pour être vus. Nous allons en rencontrer 7. De la 7e à la première, en gardant pour la fin celle qui mérite le mieux de clore cette liste. Commençons par celle que vous apprendriez d'abord à craindre si vous tombiez dans ces eaux. Pendant presque toute l'histoire de la vie, l'Antarctique n'a pas été un continent de glace. Couvert de forêts, relié à l'Amérique du Sud et à l'Australie en une seule masse tempérée. Il y a environ 34 millions d'années, il s'est détaché, isolé au fond de la planète, et un courant s'est mis à tourner autour de lui, coupant ses eaux de la chaleur du reste des océans. L'eau s'est refroidie et elle l'est restée. -2 degrés, constant, pendant des millions d'années. Les animaux qui vivaient là ne sont pas partis, ils sont restés piégés, avec 2 options seulement, disparaître ou changer. Ceux qui ont changé ont eu tout le temps, isolés, poussés par une seule pression, le froid. Le résultat est l'un des ensembles de créatures les plus étranges de la planète. Ici, l'évolution a disposé d'un laboratoire fermé et de tout le temps du monde. Les 7 que nous allons voir en sont sortis. Commençons par sa gueule, car c'est là que quelque chose ne colle pas. Le léopard de mer possède, dans une même mâchoire, 2 jeux de dents qui appartiennent à 2 animaux différents. Devant, de longues canines recourbées, de purs carnivores. Derrière, des molaires à 3 pointes qui s'emboîtent et forment un tamis. Un chasseur et un filtreur dans la même tête. Partout ailleurs, ces 2 dentitions appartiendraient à 2 espèces qui ne se croiseraient jamais. Ici, elles cohabitent dans un seul crâne. D'abord, les canines. Avec elles, le léopard de mer est le seul prédateur qui chasse régulièrement les manchots, et il capture aussi les petits d'autres phoques, en particulier du phoque crabier. C'est un chasseur à sang chaud, rapide et solitaire, il mesure jusqu'à 3,5 mètres, pèse plus d'une demi-tonne et ne craint presque rien dans ses eaux. Seul l'orque, lui, est supérieur. Sur de courtes distances, il dépasse les 30 km à l'heure, et son corps n'a pas la forme arrondie des phoques, il est long, presque serpentin, avec une tête disproportionnée et une mâchoire immense. C'est l'un des rares animaux sauvages à avoir causé la mort d'un être humain en Antarctique en 2003. Une biologiste qui plongeait près d'une base scientifique a été entraînée sous l'eau par un léopard de mer que personne n'avait vu approcher. Ce fut presque certainement une erreur d'identification vue d'en bas. La silhouette d'un plongeur au bord de la glace ressemble à celle d'une proie. Jusqu'ici, un super prédateur, impressionnant mais explicable. Ce qui ne l'est pas, c'est l'autre moitié de sa gueule. Car ses molaires à 3 pointes ne servent pas à déchirer. Elles servent à filtrer. Le même animal qui met en pièces un manchot peut refermer la gueule sur une gorgée d'eau chargée de krill, ces crustacés de la taille d'un doigt, et laisser l'eau ressortir entre ses dents en les retenant. Il filtre l'eau exactement comme le fait une baleine. Et ce n'est ni un recours d'urgence, ni une anecdote selon la saison et la région. Le krill peut représenter une grande part de tout ce qu'il mange. Ce super prédateur passe des périodes entières à se nourrir de plancton. Pensez à quel point c'est étrange. L'évolution tend à spécialiser. Un animal devient chasseur, ou il devient filtreur, parce que chaque stratégie exige un corps différent, une bouche différente. Le léopard de mer a refusé de choisir. Il conserve les 2 machineries à la fois, dans le même crâne, et passe de l'une à l'autre selon ce que la mer lui offre ce jour-là. C'est un prédateur d'une force redoutable et, en même temps, quelque chose de très proche d'une baleine miniature. Cette double identité est sans doute la raison pour laquelle il domine un milieu aussi instable. En Antarctique, la nourriture apparaît et disparaît au rythme des saisons. Un chasseur pur aurait faim quand les manchots se raréfient. Un filtreur pur ne pourrait jamais abattre une grande proie,
Le léopard de mer ne dépend ni de l'un ni de l'autre, parce qu'il est les deux à la fois. Et c'est là sa vraie singularité, non pas un animal dangereux, il y en a beaucoup, mais un animal qui contient deux animaux incompatibles et a décidé d'être les deux en même temps. Sa curiosité complète le portrait. Il s'approche des plongeurs, les observe de face, parfois la gueule ouverte, sans qu'on sache vraiment ce qui se passe à cet instant. Il existe un cas documenté d'une femelle qui a offert des manchots, d'abord vivants puis morts, à un photographe humain pendant plusieurs jours, comme si elle cherchait à le nourrir ou à lui apprendre à se nourrir. On n'a jamais élucidé ce que cela signifiait, mais il est difficile de soutenir, après l'avoir vu, que cet animal ne soit qu'un assemblage de dents, même s'il possède, littéralement, les dents de deux animaux différents. Le sang de cette pieuvre n'est pas rouge, il est bleu. Et ce n'est pas une façon de parler, il est vraiment bleu, et c'est là sa première étrangeté. La raison tient à la chimie. Notre sang est rouge parce qu'il transporte l'oxygène avec de l'hémoglobine, une protéine qui contient du fer. La pieuvre n'utilise pas le fer. Elle utilise le cuivre. Sa protéine s'appelle l'hémocyanine, et quand le cuivre se lie à l'oxygène, le liquide qui en résulte est d'un bleu pâle. Tout le sang de l'animal fonctionne ainsi. Et à la différence d'une autre, où l'hémoglobine est enfermée dans des cellules, l'hémocyanine de la pieuvre flotte librement, dissoute directement dans le sang. Dans la plupart du monde, ce n'est qu'une autre manière de résoudre le même problème. Beaucoup de pieuvres, de crabes et d'escargots des mers tempérées ont le sang bleu et s'en portent très bien. Mais en Antarctique, cette même chimie se heurte à un piège qui n'existe pas dans les eaux chaudes. Dans le froid extrême de l'océan austral, en dessous de zéro, l'oxygène se lie à l'hémocyanine avec trop de force. Si fort que, lorsque le sang atteint les tissus qui en ont besoin, la protéine ne le relâche pas. Elle le garde jusqu'au bout et ne le livre pas. C'est absurde, l'animal peut avoir le sang saturé d'oxygène et pourtant asphyxier ses propres muscles, faute de pouvoir le libérer là où il faut. Le froid transforme l'avantage en problème. L'espèce la plus commune de ces eaux, une petite pieuvre nommée Parledone charcotti, a résolu cela de la manière la plus directe en fabriquant beaucoup plus d'hémocyanine. Son sang en contient environ 40% de plus que celui de ses cousines des eaux chaudes. La logique est presque brutale de simplicité. Si chaque molécule libère peu d'oxygène, il suffit d'en avoir bien davantage. Ce qu'on n'obtient pas par l'efficacité, on l'obtient par la quantité. Et pour déplacer ce fluide bleu et dense, cet animal n'a pas un cœur. Il en a 3. 2 pompent le sang vers les branchies, où il capte l'oxygène de l'eau. Le 3e le pousse vers le reste du corps. 3 pompes à l'œuvre en même temps, dans un corps qui vit là où l'eau est sur le point de devenir glace. Et un détail le rend plus étrange encore quand la pieuvre nage, le cœur qui irrigue le corps s'arrête par moments. C'est pourquoi beaucoup de pieuvres préfèrent marcher sur le fond plutôt que nager. Nager leur coûte, littéralement, le pouls. Rassemblez tout cela et vous avez un animal qui respire avec un sang de cuivre, le déplace avec 3 cœurs et en arrête un chaque fois qu'il s'élance dans l'eau. Un corps entier construit autour d'un pigment bleu qui, dans le froid de l'Antarctique, ne veut presque pas lâcher ce qu'il transporte. La solution de cette pieuvre n'a pas été élégante. Elle a été obstinée à insister avec la chimie qu'elle avait, corrigeant chaque défaut par plus de quantité, plus de pompe, plus d'efforts, jusqu'à faire fonctionner, contre toute attente, un système qui aurait dû échouer dans l'eau glacée. Aucun mammifère ne vit plus au sud que celui-ci, ni le manchot empereur, qui est un oiseau, ni l'orque, qui se retire quand la glace se referme. Le phoque de Weddell passe tout l'hiver sous une glace de mer de plusieurs mètres d'épaisseur, dans une eau à moins de 2 degrés et une obscurité qui dure des mois. C'est le mammifère qui est allé le plus loin vers le fond de la planète. Et pour cela, il a dû résoudre un problème simple en apparence: comment respirer quand, entre vous et l'atmosphère, il y a un plafond de glace solide. Un mammifère doit remonter en surface pour respirer. Mais en hiver, il n'y a pas de surface, il y a de la glace. Le phoque de Weddell a résolu cela en transformant sa propre dentition en outil. Ses incisives et ses canines ne pointent pas vers le bas comme chez les autres phoques, mais vers l'avant avec elles, il râpe la glace. Quand
Quand un trou pour respirer commence à geler, le phoque le lime avec ses dents, d'avant en arrière, rouvrant le passage vers l'air avant qu'il ne se referme. Il entretient ainsi tout un réseau d'ouvertures qui lui permettent de survivre à l'hiver entier, piégé sous le plafond. Le prix de cette solution est brutal et il est lent. Râper la glace use les dents. Année après année, le frottement constant lime l'émail, puis la dent entière, jusqu'à un moignon. Chez les plus vieux, les dents finissent par s'user jusqu'à la cavité du nerf et s'infectent. Des abcès apparaissent dans l'os du palais. Et vient un moment où le phoque ne peut plus garder ses trous ouverts ni chasser efficacement. L'outil qui lui a permis de vivre là où nul autre mammifère ne le peut est aussi celui qui, en s'usant, le tue. Beaucoup de ces phoques ne meurent ni de froid ni de faim directe, mais parce que leurs dents se sont épuisées. Et puis il y a la plongée, qui est un exploit à part. Le phoque de Weddell peut descendre à plus de 600 mètres et rester sous l'eau plus d'1 heure sans respirer. Il ne le fait pas en retenant l'air, comme nous le ferions. Il fait l'inverse avant de descendre, il vide ses poumons, il les laisse s'affaisser. Il évite ainsi que l'azote se dissolve dans son sang sous la pression, ce qu'on appelle chez l'humain l'accident de décompression. L'oxygène dont il a besoin, il ne le porte pas dans les poumons, mais chargé dans le sang et les muscles, qui en stockent des quantités énormes. Son sang transporte bien plus d'oxygène que le nôtre. Plonger lui coûte étonnamment peu, le surplus d'oxygène d'une immersion dépasse à peine d'1,5 fois celui du repos, bien moins que chez d'autres phoques et oiseaux plongeurs. Et tandis qu'il nage dans l'obscurité totale, il retrouve le chemin des trous d'air qu'il a ouverts, guidé par le son. Il émet des claquements aigus et écoute comment il change près d'une ouverture. Ces vibrisses, avec plus de 500 terminaisons nerveuses chacune, sentent le mouvement d'un poisson dans une eau où l'on ne voit absolument rien. Tout, chez cet animal, s'organise autour d'une seule condition: vivre sous un plafond de glace, loin de l'air, à l'endroit le plus froid et le plus sombre, où un mammifère soit parvenu à s'établir. Chacune de ces adaptations, les dents inclinées, les poumons qui se vident, le sang chargé, le sonar, les vibrisses, répond à cette même phrase. C'est un mammifère qui a appris à vivre presque comme si l'air était un luxe qu'il ne peut s'offrir que par instant. Cet animal fait circuler son sang avec l'intestin, pas avec le cœur, avec les tripes. Et ce n'est qu'une des choses qui, dans son corps, fonctionnent à l'envers de ce qu'elles devraient. Commençons par ce que vous verriez. Imaginez un corps central si réduit qu'il n'est qu'un point, et 8 pattes immenses et fines qui en sortent, s'étendant jusqu'à la taille d'une assiette. Voilà une araignée de mer. En Antarctique, certaines dépassent 70 cm d'une pointe à l'autre. Ce n'est pas une vraie araignée, mais un parent lointain d'un groupe à part qui existe depuis des centaines de millions d'années. La ressemblance suffit pourtant à mettre mal à l'aise, surtout quand elles apparaissent en groupe, des dizaines marchant ensemble sur le fond glacé, à 2 km sous la surface. L'étrange n'est pas l'apparence. C'est que presque aucune règle du corps animal ne s'applique à elle. Commençons par les organes. Son corps central est si petit qu'ils n'y tiennent pas, alors ils sont dans les pattes. Son système digestif ne reste pas dans le tronc, il se ramifie et s'enfonce dans chacune des 8 pattes, presque jusqu'au bout. Ses organes reproducteurs y logent aussi. Quand elle mange, la digestion se fait le long des jambes. Cet animal est, presque entièrement, des pattes, et ses pattes sont le corps. Passons à la respiration, car là non plus elle n'a pas le système attendu. Pas de branchies, pas de poumons. Aucune structure dédiée à capter l'oxygène. À la place, le gaz entre directement à travers sa surface en diffusant par la cuticule la peau dure qui la recouvre. Comme son corps est tout en longueur et en finesse, aucune cellule n'est jamais trop loin de l'eau extérieure, et l'oxygène s'infiltre par toute la surface à la fois. Elle respire, si l'on peut dire, avec le corps entier. Et nous arrivons au cœur, la partie qui, vraiment, ne colle pas. L'araignée de mer a un cœur, mais il est faible. Trop faible pour pousser le sang jusqu'au bout de ses pattes immenses. Longtemps, les scientifiques n'ont pas compris comment elle répartissait l'oxygène dans un tel corps.
La réponse, découverte il y a peu en étudiant des spécimens vivants en Antarctique, est celle qui ouvrait ce chapitre. Elle n'utilise pas le cœur pour cela, elle utilise l'intestin. Quand l'araignée digère, son tube digestif, qui parcourt les pattes, se contracte en ondes, serrant et relâchant, et ces contractions poussent le sang et l'oxygène dans tout le corps. Son intestin ne fait pas que digérer, il fait aussi circuler le sang. C'est un animal qui bat avec ses tripes. Tout cela, c'est le froid qui le permet. Dans les eaux glacées, l'oxygène dissous est abondant, et le métabolisme lent de ces animaux en consomme à peine, si bien qu'ils peuvent atteindre des tailles énormes avec un système si simple qu'il serait insuffisant en eau chaude. C'est ce qu'on appelle le gigantisme polaire dans le froid. Des animaux qui ailleurs seraient minuscules atteignent des dimensions démesurées. L'araignée de mer en est l'exemple le plus troublant. Un corps qui respire sans poumons, digère dans ses pattes et fait battre son sang avec l'intestin. Cela ne devrait pas fonctionner. Et pourtant elle est là, marchant lentement sur le fond d'un océan qui l'a rendu possible. C'est le seul vertébré de la planète dont le sang n'est pas rouge. Pas un seul globule rouge. Pas une molécule d'hémoglobine. Son sang est un liquide presque transparent, pâle comme de l'eau trouble, et ce poisson est la seule exception connue à une règle que respectent tous les autres animaux à colonne vertébrale, du colibri à la baleine bleue. Quand le premier fut sorti de l'eau, au début du XXe siècle, les scientifiques qui l'ouvrirent n'en crurent pas leurs yeux. Un vertébré au sang sans couleur était, selon tout ce qu'ils savaient, impossible. Chez certaines espèces, la peau est si fine et translucide qu'on voit les organes à l'intérieur. Si cela compte tant, c'est que le sang rouge n'est pas un caprice. Tous les autres vertébrés résolvent le problème de l'oxygène de la même façon des globules rouges chargés de fer, qui le captent dans les branchies ou les poumons et le distribuent dans le corps. Le poisson des glaces a jeté ce système entier par-dessus bord. Et non parce qu'il aurait trouvé mieux. Il l'a fait, presque à coup sûr. Par un accident génétique à un moment, il a perdu les gènes qui fabriquent l'hémoglobine. Dans n'importe quel autre océan, cette panne l'aurait tué sans appel. Ici, non. Et la raison est précise, l'eau glacée de l'océan austral garde d'énormes quantités d'oxygène dissous, bien plus que l'eau tempérée. Il y en a tant autour de lui que le poisson des glaces peut se permettre de l'absorber directement, dissous dans son plasma, sans cellules pour le concentrer. Il le capte par les branchies et aussi à travers la peau, dépourvue d'écailles précisément pour laisser passer le gaz. Mais absorber l'oxygène est la moitié facile. La difficile, c'est de le déplacer. Comme son sang en transporte très peu par goutte, le poisson doit déplacer d'énormes quantités de sang, très vite. Pour cela, il a développé un cœur géant, plusieurs fois plus grand, proportionnellement, que celui de tout poisson normal de sa taille, qui pompe sans relâche un volume démesuré par de larges vaisseaux et un réseau de capillaires bien plus dense que d'ordinaire. L'animal entier est construit autour d'une seule tâche, compenser le sang le plus pauvre du règne animal à force de pompage brut. Et il reste le froid. Pour ne pas geler dans une eau située sous le point où son sang devrait se solidifier, le poisson des glaces fabrique des protéines antigel, des molécules qui se collent aux minuscules cristaux de glace entrant dans son corps et les empêchent de croître. Elle fonctionne si bien qu'il survit là où tout autre poisson deviendrait un bloc solide. Et ici surgit un coup que les scientifiques ont découvert il y a peu, en étudiant les poissons antarctiques qui fabriquent ces protéines. En se collant à la glace pour l'empêcher de croître, ces mêmes protéines l'empêchent aussi de fondre. Lors d'expériences, des cristaux de glace à l'intérieur de ces poissons résistaient sans fondre à des températures où ils auraient dû disparaître. Et sur un relevé de plus d'une décennie en Antarctique, l'eau ne s'est jamais assez réchauffée, même en été, pour éliminer toute cette glace interne. La conclusion des chercheurs fut troublante. La même protéine qui empêche le poisson de geler peut le condamner à accumuler de petits cristaux de glace dans son corps toute sa vie. Il survit au froid, oui, mais en gardant un peu de ce froid en lui, peut-être pour toujours. Il existe une photographie de cet animal qui circule sur Internet de temps à autre, et presque personne, en la voyant pour la première fois, ne parvient à dire ce que c'est. On dirait un accessoire de film de science-fiction,
un corps allongé et aplati, d'une vingtaine de centimètres, couvert de rangées d'écailles superposées comme les tuiles d'un toit, et entouré d'un halo de soie d'un doré intense, presque métallique, qui brille quand la lumière le frappe. C'est si frappant qu'on peine à croire que ce soit un être vivant, et non un bijou conçu par quelqu'un aux très mauvaises intentions. Et pourtant, c'en est un. Derrière cette apparence impossible se cache, tout simplement, un ver. L'un de ceux qu'on appelle polychètes ou vers à soie, un groupe très ancien qui peuple les océans du monde entier. Mais cette espèce, Eulagisca gigantea, ne vit qu'au fond de l'océan austral, à plusieurs centaines de mètres de profondeur, et a grandi jusqu'à une taille que ses parents d'autres eaux n'atteignent pas. Encore le gigantisme polaire, le froid et son abondance d'oxygène permettant des corps plus grands que la normale. Les soies dorées sont ce qui frappe d'abord, mais personne ne sait avec certitude à quoi elles servent. Elles pourraient l'aider à se déplacer sur le fond, à nager ou à se défendre de qui tenterait de le manger. On ignore même pourquoi elles sont dorées. C'est l'un de ces cas où la science a vu l'animal, l'a photographié, l'a conservé dans des bocaux de musée et ne sait pourtant presque rien de sa vie. Mais ce qui fait vraiment de ce ver un objet de cauchemar, ce ne sont pas les soies. C'est sa tête, ou plutôt, ce qui semble être sa tête. Car cette structure ronde et sombre, à l'avant de l'animal, n'est pas du tout une tête. C'est sa gorge. Et elle peut sortir. La plupart du temps, cette gorge est rangée à l'intérieur du corps, repliée, invisible. Mais quand le ver veut manger, il la dévagine, il retourne l'intérieur de son pharynx vers l'extérieur, et toute la partie avant de son tube digestif se déploie au dehors, comme un gant qu'on retourne. Au bout de cette gorge, il y a des mâchoires. Un jeu de crocs acérés, cachés dans le corps, qui émergent, s'ouvrent, saisissent et rentrent de nouveau entraînant la proie. Sur les photos de musée, ces mâchoires sorties mesurent environ 5 cm. Un quart de la longueur de l'animal est, littéralement, de la gorge armée. Ce qu'il fait exactement de ces mâchoires est une autre chose que nous ignorons. La forme des crocs suggère un prédateur ou un charognard, ou peut-être les deux selon ce qu'il trouve. Au fond de l'Antarctique, où la nourriture est rare et où il peut se passer beaucoup de temps entre deux bouchées, il vaut mieux ne pas être trop difficile. Mais c'est une déduction fondée sur son anatomie, pas sur une observation directe. On ne l'a presque jamais vu vivant dans son milieu. Et c'est là le plus troublant. Ce n'est pas seulement son aspect. C'est que ce ver doré, à la gorge pleine de dents, vit dans un lieu si reculé, si profond et si sombre qu'il demeure, en grande partie, un inconnu. Nous avons son image, ce visage impossible qui court sur les réseaux, et pourtant nous ne saurions dire ce qu'il mange, comment il chasse, combien de temps il vit, ni comment il se reproduit. Il rappelle que le fond de l'océan austral abrite encore des créatures que nous avons vues, mais que nous ne comprenons pas. Nous l'avons regardé dans les yeux, pour ainsi dire, et il reste un mystère. Pendant près d'un siècle, nous ne l'avons connu que par ses restes. Le calmar colossal fut décrit en 1925, mais personne ne l'avait vu vivant. Nous le connaissions par les morceaux retrouvés dans l'estomac des cachalots, des becs durs et indigestes qui restaient dans le prédateur une fois l'animal disparu. Nous savions qu'il était là, en bas, parce qu'il laissait dans les entrailles de ceux qui le mangeaient. L'animal entier, nageant, respirant, regardant, aucun être humain ne l'avait vu. Nous savions, cela oui, qu'il était énorme. Le calmar colossal est l'invertébré le plus lourd de la planète. Un adulte peut atteindre 7 mètres de long et peser près d'une demi-tonne. Le spécimen le plus lourd jamais mesuré dépassait les 490 kilos. C'est un animal de la taille d'une petite voiture, vivant dans l'obscurité totale des eaux profondes de l'océan austral, à des centaines, voire des milliers de mètres sous la surface, là où pas un rayon de lumière ne parvient. Et il possède les plus grands yeux de tout le règne animal. Des yeux de la taille d'une assiette, plus grands que ceux de toute autre créature ayant jamais existé, faits pour capter la moindre lueur dans un monde qui n'en a presque pas. Dans cette noirceur, ses yeux immenses cherchent surtout une chose, l'ombre d'un cachalot qui approche. Car le calmar colossal, malgré sa taille, n'est pas tout en haut. Les cachalots descendent le chasser,
et les cicatrices circulaires sur la peau de beaucoup d'entre eux, laissées par les bras du calmar, disent que ces combats dans le noir ne sont faciles pour personne. Ses bras et ses tentacules ne portent pas que des ventouses. Ils portent des crochets, des griffes acérées qui, par endroits, pivotent sur leur base, capables de se planter et de retenir. Un animal d'une demi-tonne, avec les plus grands yeux du monde et des bras armés de crochets pivotants, chassant et chassé dans une obscurité absolue que nous ne pouvons qu'imaginer. Voilà toute l'image que nous avions une reconstitution faite de fragments et de blessures d'autrui. Et puis, en mars 2025, quelque chose est arrivé. Un véhicule sous-marin télécommandé, explorant les eaux proches des îles Sandwich du Sud, à 600 mètres de profondeur, a filmé pour la première fois un calmar colossal vivant dans son milieu naturel, juste 100 ans après sa découverte. Mais ce n'était pas le géant que tous attendaient, c'était un petit. Un calmar colossal d'à peine 30 cm, presque entièrement transparent, comme une sculpture de verre suspendue dans l'eau. À travers son corps, on voyait les organes. Ses yeux, encore brillants, encore sans la forme finale qu'ils auront à l'âge adulte. Il flottait lentement, agitant de minuscules nageoires, sans la moindre idée qu'une machine l'observait, ni qu'il existât une chose appelée être humain, prête à traverser la planète pour le voir. Les scientifiques qui l'ont vu apparaître sur leurs écrans ont décrit ce moment avec un mot étrange pour la science révérence. Quelques minutes de silence, à regarder une créature que leur espèce cherchait depuis des générations, et qui s'est révélé être cela non pas un monstre, mais un animal petit, délicat et transparent, qui deviendra un jour le plus grand invertébré de l'océan. Et nous revoilà au début. Souvenez-vous, sous la glace, dans une obscurité qui dure des mois, quelque chose bougeait. Pendant presque tout ce film, nous avons parlé de créatures que la science connaît bien, qu'elle a étudiées, mesurées, comprises. Le calmar colossal, c'est l'inverse. Il rappelle que l'océan austral garde encore son plus grand animal presque en secret et que c'est à peine maintenant que nous sommes parvenus à le regarder en face pour la première fois. Ce qui vit là, en bas, existait depuis des millions d'années sans que personne le voie. Et il est toujours là, dans l'obscurité, presque tout entier à découvrir. 7 créatures. 7 manières différentes de résoudre le même problème impossible resté en vie à l'endroit le plus froid, le plus sombre et le plus isolé de l'océan. Aucune n'a choisi d'être là. Elles se sont retrouvées piégées quand l'Antarctique s'est refermé sur lui-même, il y a des millions d'années, et dès lors, il ne leur restait qu'une issue changée jusqu'à en devenir méconnaissable. Le sang transparent, les 3 cœurs, l'intestin qui bat, les dents qui s'usent jusqu'à tuer, l'antigel qui garde la glace pour toujours. Aucune de ces solutions n'est jolie. Toutes sont ce qui a subsisté quand la seule autre option était de disparaître. Et le plus difficile à admettre, c'est à quel point tout cela nous échappe encore. Il nous a fallu 100 ans pour filmer le plus grand animal de ces eaux. De certains autres, nous savons à peine ce qu'ils mangent. Le fond de l'océan austral est l'un des derniers endroits de la Terre où l'on peut encore trouver du vivant que personne n'a jamais vu, se déplaçant dans l'obscurité, indifférent à notre existence. Il est là depuis bien avant nous, et il y sera encore, presque tout entier à découvrir, longtemps après que nous aurons éteint l'écran.